Ce dimanche en Formule 1, le Grand Prix d'Arabie Saoudite nous offre une édition à l'escalade émotionnellement inverse de celle qui se tenait en décembre dernier. Lors de cette première édition, les craintes quant au danger potentiel du tracé étaient vite apaisées, mais l'organisation de plus en plus chaotique du week-end de F1 et F2 était déprimante et la lutte Hamilton-Verstappen exaspérante. Sur cette note négative, la F1 a très mal commencé cette édition 2022 pour la conclure en bouteille, avec une lutte sincère pour la victoire qui nous laisse l'impression que, malgré les différences entre Ferrari et Red Bull, c'est bien le plus fort qui l'a emporté, et que l'on soit fan de Maximus, Leclerc ou Perez, on peut avoir le sentiment que c'est le sport qui a gagné à la conclusion d'une course riche en action et en drama qui continue de me conforter sur cette nouvelle réglementation 2022. Mais je ne serais pas ce désagréable narrateur si je ne nous replongeais pas dans le contexte qui nous offrait la suite et la conclusion du palpitant cliffhanger de la semaine dernière lorsque quelques médias alarmistes osaient nous effrayer lorsque des missiles furent interceptés à quelques jours de l'épreuve. Mais si la Formule I nous avait bien prouvé qu'intercepter des missiles pendant une épreuve sportive internationale était parfaitement sans danger, on ne saurait comprendre l'inquiétude qui repoussait de quelques minutes les essais libres 2 après un bombardement à quelques kilomètres du tracé de Jeddah. On peut concevoir le semblant d'appréhension qui motivait une réunion de 4 heures de l'association des pilotes après la séance, mais soyons sincères, Dark Domenicali nous confirmait que tout allait très bien et que le complexe du circuit urbain était probablement l'endroit le plus sûr du monde après que le professeur Dumbledore, Gandalf, Merlin et la fée Morgane soient passés lancer des sorts de protection autour du tracé. Eh oui, le meilleur moyen de rassurer les plus ignares d'entre nous est bel et bien de nous dire que tout est sous contrôle plutôt que de nous apporter des faits solides et palpables pour nous rassurer. Oui, nous, car le mécontentement des pilotes, du personnel et de quelques autres êtres humains du paddock est venu s'ajouter une minorité de fans exagérément inquiets de voir leur sport préféré, notre petite bulle d'échappatoire pour oublier que maman est sur son lit d'hôpital, que la petite Julie a développé une forme de maladie très rare et très grave, qu'il y a un contexte social très tendu et qu'en plus de tout ça, faut aussi payer les croquettes du chat, soit aussi en train de devenir une source d'inquiétude plutôt que d'apaisement. Ouais, la phrase était un peu longue, désolé. On va juste dire que ce sont des fans un peu trop anxieux qui sont venus, eux aussi, s'inquiéter de la sécurité de la F1, tout en se rappelant que le monde réel qu'ils essayent d'oublier en regardant la F1 n'est pas au top de sa forme. Mais possédant le super pouvoir du recul sur les événements, j'ose apporter un consensus pour tenter de mettre tant la FOM que la FIA, le paddock et les fans sur un terrain d'entente. En effet, avec une situation potentiellement dangereuse à une semaine du déroulement de l'épreuve, les promoteurs et organisateurs n'auraient jamais eu le temps de décider quoi que ce soit. La semaine dernière, je vous rappelais qu'il avait fallu 3 mois à la FIA pour pondre un rapport d'évidence que n'importe qui avait fait en moins de 5 minutes. Et pour ce qui est de la FOM, qui se retrouvait dans une situation délicate face à l'actualité russe, il aura fallu déposer un préavis de 213 jours, soit 7 mois, pour annoncer la suspension d'une épreuve du calendrier. S'il faut 213 jours pour que la FOM puisse affirmer que les conditions présentes dans un pays ne seront pas assez sécuritaires pour leur événement, imaginez ce que sont 4 petits jours aux yeux de professionnels en charge de centaines de vies, de milliards d'euros de matériel et de l'image d'un des plus grands sports de l'histoire pour prendre une décision aussi importante. Mais aussi, ignare puis-je être, je cesse ici de parler de mes inquiétudes et de tourner en dérision ce contexte, car on va aussi retracer un Grand Prix auquel n'assistera pas Sébastien Vettel, toujours prisonnier du virus, et qui laisse Nico Hülkenberg relever le dur challenge digne d'un quadruple champion du monde, qu'est celui de passer en Q2. Q2 qui marque justement une grosse frayeur lorsque Schumacher perd le contrôle et frappe violemment un mur en béton. Plutôt que déplorer le temps qu'il a fallu pour dégager la carcasse de la Haas, ou de souligner notre scepticisme à l'idée de voir un mur en béton dans un virage à si haute vitesse à proximité de la piste, soulignons l'avoir de voir Schumacher sain et sauf, regrettant amèrement son erreur alors que Magnussen est encore en Q3 et l'implication de Neil Sweetish, directeur de course, pour s'assurer que la piste était prête pour relancer la séance. Vaut mieux trop de précautions que pas assez. Même si on aura du mal à pardonner le caca du sprint de F2 lorsqu'on instaure un régime de safety car et qu'on demande au plateau de passer par la voie des stands pour annoncer dans la foulée que la voie des stands est fermée
et voler ainsi une potentielle victoire à Dennis Hogger. Bref. Comme Bahreïn l'avait démontré, nous nous dirigeons vers une lutte Ferrari-Red Bull et après un 0 pointé avec double abandon, cette dernière revient avec un avantage en ligne droite effrayant, 7 à 8 km/h plus vite que la Ferrari, qui compense énormément dans le secteur 1 plus sinueux avec une machine réglée avec beaucoup plus d'ailerons. Et cette différence d'approche sur un tel circuit se traduit par des faiblesses et forces qui se compensent de chaque côté pour chaque équipe, et si Carlos Sainz était encore une fois en merveilleuse forme en qualif, c'est bien Leclerc qui a aligné les 3 secteurs parfaits pour sa dernière tentative en Q3. Mais là où Max souffrait à mettre ses gommes en température, c'est Pérez, à la surprise générale, qui mouche la pole position, collant plus de 2 dixièmes au néerlandais à la régulière, du jamais vu, depuis que Daniel Ricciardo était un candidat sérieux au podium. Et si l'expert du dimanche devenait subitement le vainqueur du samedi, il n'a pas flanché en prenant un bon envol et aidant à tasser les Ferrari au premier virage pour que Verstappen parvienne à forcer le passage sur Sainz. Le premier relais s'installe confortablement et avec les pilotes en pneus médium, à l'exception de Magnussen, Hülkenberg et Hamilton, bloqués en Q1 pour la première fois depuis le concile de Nicée en mai 325. Sergio Pérez semblait se profiler vers une course de maîtrise pour établir davantage sa place dans le monde de la F1 jusqu'à ce que Ferrari pose un ultimatum stratégique. Leclerc ne pouvant pas passer en piste, il fallait le faire par les stands et Red Bull décide de faire le premier pas en arrêtant le Mexicain. Mais il a fallu que Nicolas Mazepin embrasse les murs arabes et invoque la virtual safety car. La première place est offerte à Ferrari et Leclerc, et Pérez parvient tout juste à reprendre la 3e place, mais il devra la redonner à Carlos Sainz qui était devant lui lorsqu'il sortait des stands. Mais derrière cette lutte pour la tête, nous assistâmes à une lutte musclée entre les pilotes alpines, Ocon refusant de céder face à Alonso, permettant à Russell de s'enfuir sans jamais réussir à rattraper le top 4, et à Bottas, Magnussen et Gasly de venir se mêler à la lutte. Lorsque la Virtual Safety Car intervient, tout le monde passe au stand pour bénéficier d'un arrêt presque gratuit sauf Gasly, qui a subi le même sort que Pérez, et nos 3 pilotes en pneus durs, Magnussen, Hülkenberg et Hamilton, lesquels gagnent beaucoup de positions en piste mais perdent énormément de temps sur leur pari stratégique, étant donné que tout le monde est sur une stratégie à un seul arrêt. Après une seconde voiture de sécurité virtuelle, durant laquelle Max a refait grandement son retard, les pneus ont perdu en température, et à ce stade d'usure, il est difficile de les remettre en température, et comme le point fort de Ferrari était justement son avantage de grippe dans le premier secteur, la tâche de Leclerc devenait particulièrement délicate pour maintenir son rival à distance. La tâche ne fut pas simple pour Maximus, cela dit. En effet, le DRS s'avère redoutable avec ces nouvelles machines. Et avec la zone de détection juste au freinage précédant la ligne droite, nous avons vu tout au long de la course de nombreuses tactiques, et Leclerc l'a parfaitement démontré. Comme à Bahreïn, en se rendant plus vulnérable dans la ligne droite précédant la zone de détection et comptant sur l'impatience brute et écrasante de Verstappen pour tomber dans le panneau et se faire dépasser telle une fébrile victime du champion en titre. Et ça a marché. Charles concède la place avant même le freinage pour mieux la récupérer derrière, mais ce sera une fois seulement, car après cela, Max compte bien prendre Leclerc à son propre jeu, jouant à plus bête qu'il ne l'est, laissant Leclerc jouer son rôle avant de freiner brutalement pour que Leclerc reste devant et bénéficier du DRS à sa place. Mais en ce faisant, Verstappen compromet son virage, et Leclerc défend brillamment à la réaccélération malgré le DRS. C'était un vrai jeu de qui sera le plus malin, et le monégasque semblait dans son élément. La 3e fois sera la bonne. Maximus a retenu la leçon, et il parvient à prendre le DRS et Leclerc glisse à la sortie du dernier virage. Et c'est là que la course est perdue pour le meneur du championnat. Je suis peut-être pas le seul, mais tout autant que j'apprécie de voir les pilotes jouer au maximum avec les règles, je trouve ridicule de les voir se disputer pour être derrière.
Comme au tout début du DRS, où les pilotes ralentissaient avant le raidillon pour être sûrs de l'avoir, mais là on est dans une zone de freinage. Je me demande s'il serait pas plus sage de le mettre un peu après le virage. Quoi qu'il en soit, c'était sublime de voir les leaders enchaîner les tours de qualif, et on espère voir ça plus souvent cette année, et tout autant que je redoute la proximité des murs sur ce tracé, force est d'admettre que c'est prenant de voir ces tours à de telles vitesses et si proches des murs. Derrière, Pérez ne sera jamais en mesure d'imiter le dépassement de son coéquipier sur l'autre Ferrari, et si avec un peu de réussite, Checo aurait pu voir sa première victoire dans des circonstances non chaotiques, peut-être que cette lutte entre Verstappen et Leclerc démontre la différence qu'il y a entre eux et leurs équipiers respectifs. Avec le meilleur tour en course, Leclerc creuse l'écart sur Sainz, mais avec 59 Grands Prix dans la saison, il est difficile de savoir si ça a la moindre importance à l'heure actuelle. Ce qui est sûr, c'est que Ferrari conforte aussi sa place de leader, alors que Red Bull ouvre son compteur. J'ai fait beaucoup de rimes sans faire gaffe. Finalement, après un premier duel perdu et un abandon, suivi par une qualif décevante, Maximus Verstappenicius rappelle son statut d'empereur et qu'il est parfaitement idiot d'oublier ce dont il est capable. À défaut d'être l'homme le plus rapide, il a aussi su jouer le jeu de la sagesse pour attendre le moment opportun pour attaquer, tout en jouant le jeu d'un Leclerc plein de ressources. Pour Pérez, j'ose espérer que ce rare moment de gloire sera un vrai coup de pied pour le lancer réellement après un Grand Prix de Bahreïn un peu trop discret à mon goût. Quant à Sainz, c'est aussi une course finalement discrète, conclue par un important podium pour Ferrari. S'il n'a jamais décroché sur le premier relais, il a un peu marqué le pas sur le dernier tiers de course, mais je ne pense pas que ce soit à déplorer. En revanche, après avoir été sensationnel pendant la qualif, c'est Leclerc, et non pas lui qui a aligné les 3 secteurs parfaits. Et serait-ce là la nuance entre celui qui est très bon mais qui ne conclut pas, et celui qui joue la victoire et mène le championnat ? Peut-être est-il trop tôt pour le dire. Et si je disais en ouverture que le meilleur l'avait emporté ce dimanche, ce n'est certainement pas pour dénigrer Leclerc qui, j'en suis persuadé, serait ressorti avec plus de points s'il avait été le deuxième de Pérez dans les derniers tours que le premier de Verstappen comme ça a été le cas. Après je peux me tromper, le Checo il est bon en défense. Ferrari manquait de vitesse en ligne droite et c'est difficile de voir ce qu'il a pu faire de mal. J'ai rendu mieux possible la tête de course, il a offert une défense parfaite à mon sens et sauve l'absolu maximum avec le meilleur tour. La course était riche en actions à tous les niveaux, mais ce n'était pas une raison pour priver George Russell de ses courses solitaires habituelles. Si ce n'est qu'au lieu d'une 16e place, c'est une 5e position qui l'attend à l'arrivée, et Mercedes ne pouvait sincèrement pas espérer meilleur résultat, et je pourrais même dire qu'un résultat plus bas serait en dessous du résultat de sa voiture, mais Lewis Hamilton pourrait me contredire en terminant 10e pour la 3e fois de sa carrière. Le septuple champion du monde a souffert pour se mettre en confiance dans sa monoplace, et il bloquait en Q1, là où Russell réussissait l'exploit d'être le seul à passer en Q3 avec les pneus médiums pour conserver un train de pneus tendres. Mercedes a décidé de ne pas enfreindre la règle du parc fermé et de partir des stands pour pouvoir modifier les réglages de la voiture, car selon Andrew Shovlin, la voiture de Lewis était proche de celle de George en termes de réglage, et au final, c'était bien une question de confiance parce que en course, Lewis a pu aisément remonter depuis la 16e position, bien qu'il fût peu aidé par sa stratégie inversée en pneus durs. Comme on l'a vu dans le résumé de course, la première VSC a ruiné ceux qui utilisaient cette stratégie en offrant un arrêt au stand gratuit à leurs rivaux. Et Hamilton, pour la seconde VSC, ne s'est pas arrêté, bien que l'équipe lui avait informé qu'il était en plein dans sa fenêtre de safety car, ce qui veut dire en gros que si une safety car se profile, il doit rentrer sans même attendre l'appel du stand. Mais en croisant Ricciardo arrêté dans la voie des stands et ayant des syndromes post-traumatiques de son stop and go reçu en Italie 2020 pour être entré dans une voie des stands fermée, il a préféré éviter de passer par les stands. Après son honorable 4e place à Bahreïn, Russell s'affirme déjà comme le leader d'un week-end pour Mercedes. Et si c'est important pour sa prise de confiance personnelle, je ne doute pas que c'était un coup d'une fois pour Lewis qui, espérons-le, sera apte à donner une nouvelle référence solide aux genoux dès Melbourne. Esteban Ocon, quant à lui, a eu une course tout sauf solitaire, faisant parler dès les premiers tours lorsqu'il défendait très agressivement sur son coéquipier. Était-ce pertinent de compromettre ainsi leur course pour permettre aux autres de revenir ?
Pas du tout, surtout que ces nouvelles monoplaces prouvent que non seulement il est plus simple de suivre, mais qu'en conséquence, il est plus dur de s'échapper d'un pilote qu'on vient de dépasser. Mais était-ce brillant de le voir aussi robuste ? Absolument ! Est-ce que je pose beaucoup trop de questions rhétoriques ? Ouais, sûrement. Bref, tout ça pour dire que Ocon a déjà démontré de belles choses dans ses rythmes de qualif et de course jusqu'à présent, mais on n'avait à mon sens pas eu assez l'occasion de le voir s'acharner de la sorte. On peut penser à sa rivalité chez Force India, mais nous avions là un pilote encore inexpérimenté face au Pérez des mauvais jours. Peut-être un traumatisme du podium perdu sur la ligne d'arrivée en 2021, mais là, aujourd'hui, il a très bien combattu, et la remontée de Norris pour mener une belle lutte dans les derniers tours ne l'a pas empêché de sauver sa 6e place sur la ligne d'arrivée. Alonso de son côté était aussi combatif et semblait avoir un peu plus de rythme que son équipier. Hélas, une panne lui coûte un beau résultat. Pour ce qui est des McLaren, l'abandon de Daniel Ricciardo coûte de précieux points pour cette légendaire écurie qui revient lentement au niveau de la légendaire écurie Williams dans une voiture un peu trop lente, mais sur un tracé qui n'appuie pas trop les faiblesses de la voiture. L'Australien écopait de 3 places sur la grille pour avoir gêné Ocon, mais a mené un très court premier relais, s'arrêtant en tout premier et profitant de la VSC un peu plus tard pour reprendre beaucoup de place. Il menait Norris en 10e position avant son abandon, mais ce dernier sauve 6 points après une belle lutte finale contre Ocon. Ce n'est pas là qu'on attend cette équipe après ces 3 dernières saisons, mais à la vue de la situation, je crois qu'on va retrouver la situation qu'on avait avant ces 3 dernières saisons en termes de résultats. Après un départ compliqué où il se faisait passer par Magnussen et Norris, et à l'instar de Pérez, Gasly voyait donc sa stratégie ruinée en s'arrêtant juste après la voiture de sécurité, et il ressort 14e, perdant 4 places dans l'opération, et perdant aussi le contact avec le groupe de lutte pour la 7e place. Il profite des 3 abandons de Bottas, Ricciardo et Alonso pour remonter, ainsi que de la vague d'arrêt des pilotes en pneus durs, pour remonter en 8e place et terminer la course dans cette position, avec de terribles souffrances intestinales, mais ne vous inquiétez pas, tout va très bien. On n'en dira pas autant pour Petit Noda qui mérite un grand câlin, ne pouvant rouler ni en qualif ni en course à cause d'ennuis moteurs, faisant de lui un des très rares pilotes à ne pas prendre le départ d'une course à laquelle il ne s'est pas qualifié. En gros, il a à la fois un DNQ, pour ne pas s'être qualifié, et un DNS pour ne pas avoir pris le départ en étant repêché par la direction de course et inscrit sur la grille de départ. Kema gravit As une nouvelle fois alors que Schumacher nous cause une belle frayeur. Si on pouvait avoir pitié de lui l'an dernier en voyant l'impilotabilité de sa machine et avoir du mal à lui reprocher les erreurs, cette année c'est bien différent car non seulement la facture de 1 million coûte cher à As, mais aussi au championnat constructeur car avec ses faibles ressources, l'écurie américaine est réputée pour inscrire ses meilleurs résultats en début de saison et avec un Danois remonté à bloc, ses erreurs font du mal tant à son moral qu'à sa crédibilité. Pour le dit Danois, il avouait, avec gêne, ne pas être préparé correctement pour ce tracé si exigeant physiquement et souffrait de douleurs à la nuque tout le week-end. Mais que diantre il n'a pas démérité, passant Gasly au départ pour la 9e place et luttant avec le groupe des Alpine et Bottas. Hélas, sa course fut ruinée à cause de son départ en pneus durs et de la VSC, mais il offrait un bon rythme avec ses gommes et une belle fin de course, notamment en offrant à sa modeste équipe une victoire à la régulière face à Mercedes et Hamilton, en défendant comme il sait si bien le faire. Alfa Romeo a perdu de gros points ce week-end. D'abord avec Bottas, si bien qualifié et ravi de la quasi-disparition du Dirty Air pour suivre merveilleusement les Alpines en début de course. Mais une panne mécanique aura raison de sa course et Joe, bien que qualifié décemment pour un rookie évoluant dans un milieu si compétitif, allie de la malchance à de petites erreurs douloureuses. Qualifié 13e, arrivé 11e avec 5 voitures de moins à l'arrivée. C'est pas brillant sur le papier, mais il démontre une nouvelle fois les problèmes d'embrayage de sa voiture comme c'était le cas à Bahreïn. Après cela, il subit 5 secondes de pénalité pour avoir coupé la piste, et au moment de purger ces 5 secondes lors de son arrêt au stand, son équipe a oublié de rappeler au mécanicien qu'il n'avait pas le droit de toucher la voiture tant que les 5 secondes d'immobilisation n'avaient pas été purgées, et la direction de course lui a donc infligé une pénalité de passage par les stands, puisqu'il considérait que ces 5 secondes n'avaient pas été purgées. Et après toutes ces péripéties, on peut une nouvelle fois souligner que Joe est un pilote qui brille sur les longs relais, même s'il n'a pas eu l'occasion de vraiment le démontrer dans le peloton,
Et à mon sens, sa course n'aurait pas volé un petit point de compensation pour ses débuts que je trouve toujours encourageant. Mais il faut quand même qu'il améliore un peu son rythme en qualif. Hülkenberg, quant à lui, termine 12e devant Stroll, mais les courses des Aston Martin ont été pas mal ruinées. Pour Stroll, c'est par un Albon un peu trop agressif qui est venu abréger les souffrances du Canadien, qui dégringolait après avoir été assez opportuniste pour se retrouver dans le top 10 au volant d'une machine beaucoup trop lente. Sans surprise, Hülkenberg souffrait autant que K-Mag physiquement et il manquait de préparation pour les longs relais, mais il a tenu à nouveau une solide course gâchée par sa stratégie en pneus durs. Et après ces 2 courses, force est d'admettre que Hülkenberg n'usurpe toujours pas son pseudonyme de super remplaçant. Je préfère penser que c'est lui qui a toujours un potentiel très intéressant à apporter à la Formule 1, plutôt que d'accepter que Stroll peine tant à se démarquer face à lui. Certes, la voiture est peu brillante et Stroll reste devant en course, mais on s'attendrait à avoir un écart plus prononcé quand on sait le manque de préparation du pilote allemand. Et pour conclure avec Williams, Alexander Albon faisait une nouvelle fois un travail robuste en qualif et en course, luttant aussi à son niveau contre tous les pilotes, et il pointait même en 10e place après la dernière VSC à cette tour de la fin. Mais en Racing Stroll So Hard, ou en plongeant aussi désespérément sur Stroll en fin de course, il coûte des pièces de rechange que son voisin de garage a bien pris soin de détruire tout au long du week-end. Oh certes, on peut être bien en peine pour Nikitas Mazepin dans sa machine aussi sensible et souvireuse, mais après s'être pris 1 seconde en qualif à Bahreïn, le v'là qui se prend 3 dixièmes sur leur première et unique tentative à Jeddah par un pilote qui, je le rappelle, revient en Formule 1 après une saison à faire quelques courses en DTM et qui, à part une erreur en fin de course pour chasser une position inespérée et opportuniste, est plutôt irréprochable. La comparaison me paraît affligeante, et si ça me peine de voir un gars aussi cool que Latifi, aussi désespéré face à sa situation, le fait est que je suis sincèrement à bout de patience pour ce pilote, même si j'admets volontiers que j'en avais presque plus beaucoup pour lui avant même qu'il arrive en F1. Tel le même Verstappen et Hamilton l'an dernier, aurons-nous une lutte à 2 cette saison? Car comme à Bahreïn, Perez et Sainz n'ont rien de figurant, mais l'écart au drapeau à damier et leur engagement en piste témoignent à mon sens que Leclerc et Verstappen semblent avoir ce petit truc en plus. Et si on aurait tous adoré voir un scénario de fin de course avec Perez en tête avec Verstappen passant tout juste Leclerc, pour voir à quel point le Mexicain a sincèrement le droit d'être devant son équipier lors des infimes jours où il sera capable de l'être, mes interrogations se tournent vers Sainz. L'Espagnol, qui semblait fini après que Renault l'ait jeté à la poubelle pour Ricciardo et qui devait se rabattre sur une écurie McLaren de fond de gris, non pas celle-là, a actuellement la plus belle chance de toute sa carrière en Formule 1. Il a démontré qu'il pouvait causer du tort à Leclerc, et Ferrari semble, étrangement, assez malin pour laisser ses pilotes démontrer lequel des deux mérite un traitement de faveur. Mais si nous ne sommes qu'au tout début de la saison et que rien ne permet de savoir où nous serons dans 6 courses, ce n'est pas en restant un demi-rien derrière son coéquipier qu'il pourra réclamer un traitement paritaire au fur et à mesure de la saison. Quant à moi, je suis un esprit particulièrement allergique aux normes youtubiennes et incapable de me satisfaire d'une chaîne qui propose un contenu familier avec des émissions qui se ressemblent, et je suis heureux de savoir que ce type de format vous a plu la semaine dernière. C'est pourquoi je rappelle que dans mon désordre le plus total, je profite du format des miniatures YouTube et surtout des playlists pour catégoriser au mieux les différents contenus que je propose, donc si vous êtes nouveau dans le coin et un peu perdu, j'en profite pour le rappeler. Et je fais cet appel de dernière minute parce que ces émissions prennent extrêmement longtemps à monter. Ce vendredi 1er avril 2022, je fais mes débuts dans le monde du sim racing et du jeu vidéo sur l'internet à 21h sur la chaîne Twitch Formule Blabla. Je propose une émission spéciale jeu vidéo en direct avec quelques copains sur F1 Race Stars. Je suis de la vieille école, donc je ne recommande pas d'activer les notifications si t'as pas envie d'être informé de l'entièreté de ce que je propose et d'en rester sur ce bon vieux bouton abonnement qui montre toutes les merveilleuses chaînes auxquelles tu es abonné. Merci de votre fidélité sur Blabla FM et on se dit à très bientôt sur Skyblog.